vient juste de quitter le camping de Cucugnan. J'ai dormi sous les oliviers, un endroit magnifique. Vous pouvez dormir en yourte, ils ont des roulottes. Enfin, c'est vraiment génial si vous passez dans le coin, si vous faites la randonnée, la sortie Qatar. Camping de Cucugnan. L'abbé Martin était curé de Cucugnan. Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait paternellement ses Cucugnanais. Il trône fièrement au-dessus du village, silhouette familière dans le ciel des Corbières. Voici le moulin de Cucugnan. Véritable témoin vivant d'une époque où la culture du blé faisait tourner l'économie locale, aux côtés de l'élevage et de quelques vignes. Il est mentionné en 1692 et appartenait alors au seigneur de Cucugnan, avant d'être abandonné après la Révolution pour finalement tomber en ruine en 1838. Restauré en 2003, il a repris vie en 2006. Depuis, il tourne à nouveau et permet la production de pain et de pâtisseries artisanales. Son mécanisme, entièrement en bois, repose sur plusieurs essences et ses meules en granit sont actionnées par des ailes de frêne, recouvertes de toile et ajustées selon la force du vent. Ici, le vent raconte une histoire, celle d'un moulin revenu à la vie et d'un village qui l'écoute tourner comme au premier jour. Voilà, je quitte Cucugnan pour rejoindre Duilac et sa Carcassonne céleste, le château de Peyrepertuis. Le cœur ancien du village porte un nom simple, le fort, et c'est ici que tout a commencé. Un petit bourg fortifié, ceint de murailles, où la vie médiévale s'organisait à l'abri des pillards et du temps. Au centre du fort, une sentinelle de pierre, l'église paroissiale Saint-Michel. Mentionnée dès 1115, cette église romane est dédiée à l'archange guerrier, protecteur des lieux élevés et des âmes.
À plus de 800 mètres d'altitude, les murailles du castel de Pera-Pertusa tutoient les nuages. Surnommée la Carcassonne céleste, c'est la plus vaste citadelle des 5 fils de Carcassonne. En 1209, la croisade s'abat sur le pays d'Oc. Des barons du nord traquent les hérétiques sous la bannière du pape. Ici, Guillaume de Perpertuse résiste, fidèle aux siens, hostile à Rome. En 1224, en pleine croisade contre les Albigeois, Guillaume de Perpertuse est excommunié. Le château devient suspect, mais aucun texte n'atteste qu'il ait abrité des cathares. Et pourtant, la rumeur s'y accroche comme le vent aux crêtes. Face à la puissance grandissante du roi de France, le seigneur de Perpertuse choisit la reddition. C'est la fin de l'indépendance, la fin du rêve d'un Languedoc libre. En 1239, il remet la forteresse à Saint-Louis, qui n'attend pas pour la transformer. Entre 1250 et 1251, on construit le donjon San Giorgi, un chef-d'œuvre d'architecture défensive, accroché à la falaise comme un idole. Le traité de Corbeil en 1258 fait de Perpertuse une forteresse frontière, gardienne du Sud. Mais même les pierres les plus solides finissent par s'éroder. En 1659, le traité des Pyrénées repousse la frontière et le château perd toute utilité militaire. Il reste occupé jusqu'à la Révolution, puis vendu comme bien national en 1820. Peu à peu, il sombre dans l'oubli, jusqu'aux premières restaurations dans les années 1950. Contrairement à Montségur, devenu martyr, ou à Quéribus, dernier bastion d'espoir, Perpertuse ne sera jamais un refuge pour les croyants cathares. Pas de maison hérétique, pas de prédication clandestine. Ici, le pouvoir est militaire ou spirituel. Aujourd'hui, Perpertuse est l'un des joyaux de ce pays qu'on dit cathare. 3 enceintes, un système défensif redoutable, un panorama qui embrasse la Méditerranée jusqu'aux Pyrénées. Ici, l'histoire ne se lit pas, elle se ressent, elle se vit. Il y a le château là-haut. Hop là, juste là-bas, qu'on vient de visiter. Et je peux vous dire que venir jusqu'ici, c'était pas une partie de plaisir.